Merci, bonjour à tous. Alors merci aux organisateurs de faire pour cette initiative en ligne, c'est très bien. Alors c'est un séminaire sandwich, sans sandwich, mais on connaît le proverbe, les sandwichs s'envolent et les séminaires restent. Donc c'est bien, on peut au moins prendre quelques minutes aujourd'hui pour parler de hadrons. Alors la physique des hadrons, euh, qu'est- bon, qu'est-ce à dire? Je, je suis sûr que le lien vous apparaîtra, hein. Donc ici, je promets que ceci est en lien avec ce que je raconte. Mais en fait, il y a tellement de choses à dire sur cette physique. Je voulais juste signaler que pour cette demi-heure qu'on va passer ensemble, moi j'ai choisi une approche historique des choses. Donc je vais, sauf exception, finalement exposer les éléments dans l'ordre chronologique. Et on verra qu'on va aller de l'expérience vers la théorie. Alors c'est volontaire de ma part de mettre des guillemets parce que c'est bien de se rendre compte que dans ce domaine, tout particulièrement, expérience et théorie, est-ce que ça a vraiment un sens de les séparer? Enfin, c'est une vision à la Duhem, quoi. On est dans un tout cohérent qui se construit et qui avance, le critère étant la cohérence interne. Et l'idée, en lien avec le titre de l'exposé, c'est de rendre certains choix esthétiques apparents. C'est pour ça que l'approche chronologique est sympathique, parce qu'on voit que finalement, ce qui guide le physicien est relié très fortement à des conceptions d'ordre esthétique, de beauté, mais de beauté au sens du scientifique, c'est-à-dire de simplicité. Et je parlerai aussi d'actualité. Et voilà, ça sera un grand plaisir de parler d'actualité en sciences sans parler de Covid, parce que il y a encore heureusement de l'autre science qui avance, qui dit des belles choses. Et la physique des hadrons en 2021, ben, c'est loin d'être terminé. Et en fait, cette année, il y a vraiment plein de portes qui s'ouvrent sur des sujets qui sont restés longtemps pas étudié ou du moins sans évidence expérimentale. Et ça sera l'occasion de rebondir sur ces belles choses qui nous attendent dans les années à venir. Alors, le programme de la physique des hadrons, ben, il est vieux, hein. Ça s'appelait pas hadron, ça s'appelait atome. Mais je trouve ça bien de vous mentionner que ça fait quand même quelques milliers d'années qu'on parle de ces choses-là et que ce concept, c'est finalement, j'observe un monde de matière et de lumière quand même. Il y a les deux depuis toujours, hein. Mais à partir du moment où je m'intéresse à la matière, euh, ça semble naturel, je mets oralement des guillemets au naturel, mais il doit y avoir un constituant élémentaire. C'est bien exprimé, vous pouvez lire ce livre de Lucrèce, là, de la nature, traduit en français, c'est formidable de clarté, et où finalement des raisons philosophiques nous disent bien que c'est impossible à concevoir raisonnablement qu'on puisse diviser un objet indéfiniment. Ça serait comme dire qu'il y a tout un univers à l'intérieur d'un caillou. Si je peux faire ça, si je peux tout diviser indéfiniment, et ça ne va pas. C'est pas acceptable pour la raison. Donc, on va postuler l'existence d'un atome. On parlera de particules, de quelque chose d'élémentaire qui ne peut pas donc se diviser par définition. Alors, ce programme est vieux, la notion d'atome évolue, et moi, je pense que là, pour le voyage dans le temps, on va recommencer en 1905 avec quand même la formule la plus folklorique de toute la physique, et elle est tellement folklorique que on oublie de s'y arrêter souvent. Mais si la masse, c'est de l'énergie et vice-versa, eh bien, on a quand même un espoir d'aller au-delà des considérations discursives, au-delà et aller dans quelque chose d'expérimental, parce que si j'envoie deux particules avec une énergie cinétique suffisante, eh bien, toute cette énergie contenue, elle pourrait matérialiser de la masse quand même. Donc, avec deux particules, on va dire, c'est le plus simple. Si je les fais se collisionner, ben, je pourrais créer des particules. Je pourrais peut-être même casser les particules incidentes et créer des nouvelles choses dans l'espoir de mettre en évidence ce qui serait cet atome, cette brique fondamentale. Alors, ben voilà, finalement, le schéma, je l'ai dit, voilà comment on définit la physique des particules d'un point de vue expérimental au XXe siècle, c'est avec des accélérateurs de particules. Donc, prenons deux particules.
réalisons une collision de deux particules avec une énergie bien contrôlée, hein. Ça, il y a quand même une demande. Il faut quand même bien contrôler l'énergie du faisceau. Dans cette collision, ben, on va passer par un état intermédiaire. On a vraiment une quantité d'énergie réunie là dans la collision, énergie de masse, énergie cinétique. Et ben, comme je le disais à la dia d'avant, de cet état intermédiaire vont sortir des produits de désintégration, hein, qui vont partir et qu'on pourra éventuellement détecter. Et voilà le principe de ces expériences. Et la physique hadronique ne fait pas exception, hein. C'est ça qu'on va étudier. On va finalement étudier les produits de désintégration et grâce aux caractéristiques observées des produits de désintégration, essayer d'en déduire des choses sur l'état intermédiaire qui est a priori l'endroit où on va observer des nouvelles résonances, des nouveaux hadrons, puisque je parle de hadrons, mais ça peut être aussi d'autres particules, hein, qui ne sont pas des hadrons, mais néanmoins, pour planter le décor expérimental, c'est vraiment ça qu'il convient de dire. Alors, ces produits de désintégration, il faut les analyser et on a à notre disposition, ben, depuis le début du XXe siècle jusque dans les années 70, surtout de la cinématique, dans des chambres à bulles. Le liquide surchauffé, ben, vous voyez qu'il va y avoir apparition de bulles sur le passage, à cause du passage d'une particule qui va en fait perdre de l'énergie légèrement dans son passage. Et comme le tout baigne dans un champ magnétique, les trajectoires seront courbes, du moins si la particule est chargée, et grâce à l'étude de la courbure des trajectoires, on va pouvoir déduire des informations sur leur charge, leur masse, leur vitesse. On va aussi étudier la distribution spatiale des produits de désintégration et ça va nous permettre de déduire des informations sur les états intermédiaires possibles, informations qui seront finalement reliées à de la théorie, hein, puisque vous voyez, c'est ça une observation. Mais donc, entre voir ça et en déduire que j'ai vu un quark ou un électron, ben, il y a quand même pas mal d'interprétations et pas mal de travail. Alors, le schéma n'a pas changé, malgré que de nos jours, on ne soit plus dans des chambres à bulles. L'électronique fait ça beaucoup mieux. Donc, on a des calorimètres et des photodétecteurs qui permettront de... Il y a d'autres choses, mais je mentionne vraiment l'essentiel, qui vont permettre de détecter l'énergie perdue par les particules une fois qu'elles traversent les éléments du détecteur. Et comme on a accès aux traces de la particule, on va pouvoir reconstruire l'événement. Alors j'ai ici une vidéo qui est en fait bien connue, bien sûr. Si je ne me trompe pas, c'est la vidéo qui a été diffusée par le LHC à l'occasion de la découverte du boson de Brautengler-Higgs, et ça vous montre un événement reconstitué avec en bleu, hein, les traces donc d'énergie perdue dans le détecteur. Et vous voyez que les expérimentateurs qui se penchent là-dessus, eh bien, respect à eux, et ils arrivent bien sûr à déduire que là-bas, dans la collision, il y avait un boson de Higgs qui a été prédit, et ses masses sont connues et ses caractéristiques sont connues. Donc, je le répète, le principe, il est universel. Donc, l'essentiel des expériences sur les hadrons, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça, mais on arrive à quoi en fait? Eh bien, vous voyez ici une ligne du temps dans laquelle on se dit que ben voilà, finalement, jusque dans les années 1920, le monde des particules était simple. Il y avait protons, électrons et photons. Et on pouvait se dire qu'on avait découvert le constituant élémentaire de la matière, hein. Il y avait ces trois entités, enfin non, la matière ici et le rayonnement ici. Et c'était finalement bien comme ça. Mais les expériences avançant, on découvre des nouvelles particules, surtout des hadrons. Des hadrons sont des objets qui sont sensibles à l'interaction forte, donc l'interaction nucléaire. Et vous voyez que si j'arrive là dans les années 60, ben, on en connaît des dizaines, ça approche de la centaine. On connaît des hadrons qui sont des fermions, c'est-à-dire avec un spin demi-entier, de masse similaire aux protons et neutrons, c'est ce qu'on a appelé les baryons. Et on connaît des bosons qui sont similaires aux pions, sauf qu'ils sont de masse plus élevée, et c'est ce qu'on appelle les mésons.
Dans les années 70-80, ça va continuer, hein. Donc, en fait, la découverte de hadrons, c'est vraiment des centaines, on parle ici de centaines d'états avec chacun leur masse et leurs caractéristiques. Et quand on est physicien des particules, justement, on se dit, oui, mais bon, ça fait un peu désordonné tout ça. Il est naturel de chercher à ordonner tout ça. Alors, comment on va faire? Ben, j'appelle ça la botanique des hadrons, mais vous comprendrez pourquoi. En fait, qu'est-ce qu'on connaît sur des hadrons? Vous pouvez aller voir, hein, il y a une base de données qui compile tout ça, le Particle Data Group. Un hadron connaît sa masse, ses caractéristiques, son spin, son isospin, j'en parlerai après. On connaît ses modes de désintégration. Voilà, hein, vous savez que par exemple le kaon, qui est un méson, se désintègre 20% du temps en 2 pions et aussi en 3 pions, que parfois il émet un photon, que parfois il émet une paire électron-positron. Bref, tout ça est connu et observé expérimentalement. Et un des travaux dans les années 60 qui ont attendu les physiciens, c'est de se dire, bon, ben, on a toutes ces données, qu'est-ce qu'on va trouver comme structure là-dedans? Qu'est-ce qu'on va trouver comme régularité? Hein, c'est pour ça que je vous ai mis des photos d'érables, hein. On est vraiment dans cette situation-là. Vous avez un botaniste qui parcourt le monde, il voit des centaines d'arbres qui se ressemblent, mais qui sont pas tout à fait pareils quand même. Et on va dire avec ça, ben, on va définir l'espèce érable. Et qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique finalement? Est-ce qu'on va regarder les fruits? Est-ce qu'on va regarder la forme des feuilles? Et en physique, ben, on va regarder des choses qui ont fait leurs preuves, c'est les grandeurs ou les charges conservées, l'énergie totale, la charge électrique. Alors, il y a eu une petite frayeur sur l'énergie et sa conservation avec les désintégrations bêta, mais finalement, le neutrino a été postulé et la conservation de l'énergie est sauvée, donc on va garder ça. On connaît plus ou moins tous la charge électrique, hein, qui, elle aussi est conservée. Donc on se dit que dans une désintégration, dans l'état initial et final, on ne va pas créer de charge. Puis il y a d'autres concepts qui vont apparaître dans l'idée d'agencer un petit peu tous ces états qu'on observe. Par exemple, l'isospin, associé, si je ne me trompe pas, à Heisenberg. C'est quand même l'idée que certains hadrons se comportent de manière très similaire. Ils ont des masses similaires, ils ont des désintégrations similaires, dans le secteur hadronique du moins. Et donc l'idée c'est, tiens, peut-être que ces hadrons sont des projections d'un même état. Donc on connaît l'électron qui existe dans deux états de spin. Eh bien peut-être que la même chose se produit avec les hadrons. Ainsi le proton et le neutron sont peut-être deux états différents du même hadron, d'un nucléon. Les 3 pions qu'on connaît sont peut-être aussi 3 projections d'un état pion d'isospin 1. Voilà, et il y aurait un état nucléon d'isospin 1,5. Donc déjà ça, c'est un effort de classification intéressant. On va regrouper en masse et en propriétés similaires par rapport à l'interaction forte. Mais il y a d'autres choses. Après, quand on observe plus finement, il y a un concept d'hypercharge au début d'étrangeté qui va faire son apparition. Parce que, voilà, par exemple, prenons un méson connu depuis bien longtemps, le Phi. Bah, vous voyez qu'il se désintègre et il émet systématiquement 2 kaons. Et ça, c'est pas une spécificité. Donc, généralement, vous prenez les kaons, ils sont produits abondamment dans les désintégrations, mais toujours par paire, en fait. Et ça suggère vraiment une idée que ben, s'ils se produisent par paire, c'est qu'il y a peut-être une charge associée à ces kaons qu'on va appeler l'étrangeté, et qu'au départ, il n'y en a pas, cette charge vaut 0, et que si on produit un kaon qui prend une charge plus, ben, on doit en produire un autre qui prend une charge moins, pour cette charge d'étrangeté qu'on a. Donc j'essaie ici d'illustrer le processus qui fait qu'on peut mettre un petit peu d'ordre dans cette jungle-là. Et finalement, celui finalement qui va apporter cet ordre d'une manière tout à fait éclatante, c'est Gell-Mann, hein, qui a donc apporté cette pierre-là à l'édifice en 1961, donc avec cet article-là, La voie octuple, une théorie de la symétrie des interactions fortes. Alors le mot symétrie est évidemment très beau parce que qu'est-ce qu'on fait quand on analyse ce que je viens de vous dire? Si on cherche des charges conservées, si on cherche des grandeurs conservées, ben, en fait on est en train de chercher des symétries. Et des symétries,
c'est ce qu'on a trouvé comme principe qui a permis d'avancer le mieux dans tout le XXe siècle. Enfin, ça continue d'ailleurs, mais c'est le principe qui permet d'avancer de manière extrêmement puissante en physique des particules. Ici, ça vaut la peine de citer Hermann Weyl, qui est quand même un grand dans la physique théorique et l'étude des symétries, qui dit que oui, oui, franchement, lui, il choisit ça s'il doit avancer. Alors, juste noter que ces idées, aujourd'hui, elles sont débattues. Vous avez cette physicienne-là qui a écrit un livre, par ailleurs, qui dit, mais finalement, on a l'impression de ne plus beaucoup avancer, on continue sur l'idée de symétrie, la physique théorique avance, mais toutes ces idées de symétrie ne sont plus vérifiables expérimentalement. Donc, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer qu'on est sur la bonne voie? Parce que la physique des hadrons, c'est un âge d'or en fait. Les théories qu'on semblait belles, qu'on trouvait belles, ont été vérifiées expérimentalement. Et c'est devenu encore plus beau, évidemment, puisque c'est vérifié expérimentalement. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les théories qu'on peut trouver belles ne sont plus vérifiables directement expérimentalement. Et donc, est-ce que ce critère est toujours là, doit être débattu, remis en question? Donc, c'est des belles idées qui sortent de cette conférence, quoique, mais voilà, je pense que ça vaut la peine de le signaler. Alors, Gell-Mann, il va aider à comprendre que finalement, si on groupe les hadrons qui ont une masse similaire et qu'on les groupe par étrangeté, par isospin, mais on voit apparaître des dessins qui sont des multiplets, on voit qu'il y a en fait 8 maisons qui se groupent de masses similaires et qui, on va dire, épuisent un peu toutes les possibilités d'isospin et d'étrangeté. On peut grouper les baryons, dont vous voyez le proton et le neutron ici, dans un octet également, donc 8 baryons. On peut faire un décuplet de baryons ici qui ont une masse similaire avec encore plus de possibilités d'isospin et d'étrangeté. Et finalement, quand on voit ces dessins, on se dit, ça ne peut pas être un hasard. C'est sans doute que ces multiplets réalisent toutes les combinaisons possibles de quelque chose, en fait. De quelque chose, mais donc ce quelque chose, c'est quoi? C'est l'hypothèse radicale de Gell-Mann et Zweig en 1964. Finalement, les multiplets qu'on voit réalisent toutes les combinaisons possibles de trois quarks qui étaient au départ appelés les trois as, ceci dit. On a retenu le mot quark, qui est plus original, c'est bien. Les quarks doivent être des fermions de spin 1,5. Et à l'époque, on avait besoin qu'il en existe trois sortes, trois saveurs, up, down et strange, dont les charges électriques, l'étrangeté et l'isospin doivent être précisément connus, donc listés dans ce tableau ici, pour correspondre aux multiplets qu'on voit. Et donc ça, c'est le travail que vous voyez ici. Tous ces travaux fondateurs sont disponibles tout à fait facilement. Vous allez les chercher sur ce site. Ils existent tous, ils sont accessibles et donc c'est bien. Ça vaut la peine une fois de les relire pour voir comment s'exprimer aussi ces grands esprits. Et les conséquences de la représentation en quark, c'est que les maisons doivent être des états quark-antiquark. Les baryons, attention, dans le choix le plus simple possible, parce qu'on va préférer la simplicité, sont des états à 3 quarks. Et par exemple, les multiplets que je montrais, qu'est-ce que ça devient? Vous voyez ici le décuplet de baryons, c'est toutes les possibilités de combiner 3 quarks, 3U, 3D, 3S, 2S, 1U, etc. Et ça marche, tous les états observés coïncident avec cette classification. Au niveau de la hiérarchie de masse, ce qui sort immédiatement, c'est que la masse du up et down doit être très similaire et la masse du S doit être un petit peu plus grande. Et avec ça, vous avez vraiment une magnifique classification des hadrons, ce qui représente quand même un aboutissement conceptuel considérable parce qu'on remplace des centaines de hadrons par 3 quarks finalement, 3 quarks en interaction. Donc le gain en simplicité conceptuelle, il est phénoménal. Mais bon, ah oui, pour la précision, ça c'est mon seul encart à la chronologie. Sachez qu'à ce jour, on connaît 6 saveurs de quark. Donc moi, je vous ai parlé des 3 plus légères. Les 3 saveurs plus lourdes ont été découvertes dans les années 70, donc 74, 77, avec le top en 94.
il a fallu attendre beaucoup plus longtemps parce que, étant plus lourdes, ben, ces particules demandent beaucoup plus d'énergie dans les accélérateurs pour être produites. Donc, à ce jour, 6 saveurs de quark, même si dans les temps historiques, 3 suffisaient. Et 3 suffisent à se poser des nouvelles questions, hein, parce qu'évidemment, si les mésons et les baryons, c'est des quarks assemblés, mais comment interagissent ces quarks? Quel est le principe et quel est le lien avec la force nucléaire qu'on connaissait déjà depuis le début du XXe siècle, finalement? Et il y a aussi des nouvelles questions qui viennent très rapidement grâce à l'apport d'expérimentateurs. Par exemple, si en 64, comment un baryon tel que le oméga- peut-il exister? Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que le oméga-, si on est dans la classification des quarks, doit être formé de 3 quarks S dans un même état de spin. Idem, on connaît le baryon delta++ qui devrait être formé de 3 quarks U. Et ça, c'est curieux parce que ça met en difficulté le principe de Pauli qui dit que deux fermions ne peuvent exister dans le même état au sein d'un même système quantique. Ce qui est très connu à ce sujet, c'est les électrons sur leurs orbitales, mais il y a la même chose pour les quarks. Et là, vous avez deux choix. Le principe de Pauli est-il fondamental? Non. Alors ce principe est violé par les quarks et on en reste là. Mais si vous dites oui, et la bonne réponse est oui à ce jour, c'est que les quarks possèdent une autre charge cachée qui peut prendre au moins 3 valeurs pour réconcilier l'existence de ces baryons avec le principe de Pauli. Alors cette charge en plus, c'est la couleur qui a été proposée directement en réponse à ça en 1964. C'est l'idée que les quarks possèdent une charge pouvant prendre 3 indices, que Gell-Mann a appelé poétiquement bleu, vert et rouge. C'est très joli. C'est l'appellation qu'on a gardée. Et en plus, ça permet de dire que les hadrons doivent être blancs, c'est-à-dire neutres pour cette nouvelle charge de couleur. Donc, tout comme un atome est neutre électriquement, on demandera à un hadron d'être neutre pour la charge de couleur, les quarks possédant une anticouleur. Ça, ce n'est pas des choses que je veux montrer alors que tout le monde est en train de manger son sandwich, mais en fait, la théorie des groupes nous permet de bien formaliser la notion de charge de couleur parce que c'est le groupe SU3 couleur. Donc on a plus précisément l'algèbre SU3 qui va nous permettre de modéliser la charge des quarks. Et donc l'idée qu'un objet est blanc, ça veut dire qu'il est en un singulet de couleur. Ça veut dire que les hadrons, en fait, on leur demande de se trouver dans le singulet de SU3. C'est très important cette remarque, j'y reviendrai par la suite. Alors bien sûr que les particules colorées, dont les quarks, interagissent. La structure mathématique qui convient pour une théorie de champ qui décrit des quarks colorés en interaction, c'est les théories de jauge de Yang-Mills qui sont connues depuis les années 50. Et la particularisation de ces théories de jauge à des quarks dans la représentation fondamentale du groupe SU3 de couleur, ça donnera la chromodynamique quantique, 1973, qui ajoute finalement aux quarks 8 gluons qui sont les bosons qui véhiculent l'interaction. Donc c'est un schéma global en théorie quantique des champs. Et donc vous trouvez pour la première fois, hein, en 1973, l'idée que 8 gluons colorés, eh bien, c'est quand même avantageux et ça permet de modéliser les interactions connues entre les quarks. Alors, le principe fondamental, c'est l'invariance de jauge. L'invariance de jauge, c'est finalement une transformation, dans notre cas ici, qui modifie localement les couleurs. En fait, c'est comme si je vous disais, voilà, je prends un baryon, là, avec ces 3 quarks, et je le transforme et je redéfinis les couleurs en fait. Le quark 1 devient bleu, le quark 2 devient vert ou bleu. Et quelque part, c'est presque intuitif. Bien sûr que c'est le même objet physique. C'est toujours un objet formé de 3 quarks en singulet de couleur. Euh, Simplement, c'est comme si on redéfinissait les couleurs. Donc, en gros, la nature ne s'intéresse pas à la façon dont on appelle les couleurs. Eh bien, si vous êtes d'accord avec ce principe, ça tombe bien, il y a un long chemin à faire pour écrire la théorie correspondante. Mais finalement, partant de ces idées, on dégage ce qu'on appelle le Lagrangien de la chromodynamique quantique, parce que la théorie de jauge est une contrainte théorique vraiment très très forte. Cet objet-là définit le contenu en champ de la chromodynamique, les interactions, hein, donc entre quarks
antiquark ici et gluon, entre 3 gluons et entre 4 gluons, c'est ce qui est possible. Et sur cette base, on peut faire les calculs qu'on veut, comparer à l'expérience, et bref, suivre un cheminement assez classique, à ceci près que la QCD s'est révélée extrêmement difficile d'un point de vue technique, parce que les techniques qui marchaient jusque-là, en diagramme de Feynman, eh bien, ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de petits paramètres qui s'imposent naturellement en chromodynamique quantique. Et donc, on a vu dans les années 70, pardon, un foisonnement de nouvelles techniques qui permettaient de faire des calculs en QCD. Donc, des noms comme QCD à grand nombre de couleurs, QCD sur réseau. Ce sont des techniques qui sont nées du besoin de pouvoir tirer des informations fiables, finalement, sur la QCD, dans la physique des hadrons en particulier. Et j'ajouterais à ça qu'il y a des tas de modèles effectifs qui sont très très intéressants pour décrire la situation, y compris des modèles de cordes, hein, puisque finalement la théorie des cordes, elle est apparue dans une volonté d'essayer de comprendre les sections efficaces de l'interaction forte. Hein. Donc finalement, essayer de calculer des choses en QCD, ça s'est révélé un programme très fertile pour l'ensemble, je dirais, de la physique théorique. Alors, il y a des tas de choses qu'on peut dire sur la QCD, parce que elle existe dans plusieurs phases. Il y a la QCD à haute énergie, qui n'est pas la QCD à basse énergie. Il y a la QCD qui, en phase confinée, en phase déconfinée ou en phase confinée. Hein, on peut parler de plasma quark-gluon aussi. Donc, si je ne me trompe pas, il y avait eu un séminaire sandwich à une époque sur ça. Faudrait retourner dans les archives. Mais moi, je voudrais juste vous parler de ce qu'on appelle les hadrons exotiques. C'est un exemple de questionnement contemporain sur la QCD, sur les hadrons. Donc, je me mets en QCD à basse énergie, donc dans les conditions standards, hein, je dirais, dans notre monde, voilà, comme il est maintenant. Et je pars d'un principe très simple, c'est que les hadrons connus, ils sont blancs. C'est naturel de demander la neutralité des hadrons par rapport à cette charge de couleur. Donc les hadrons sont dans un singulet de SU3. Et je retourne la proposition. Les hadrons connus sont dans un singulet de SU3. De ce fait, est-ce que tout singulet de SU3 peut exister? Est-ce que si je conçois un objet blanc, il existe? Qu'est-ce que je peux concevoir comme objet blanc? Par exemple, un pentaquark, 4 quarks et un antiquark, ou alors 3 quarks, 2 antiquarks. Je peux concevoir des tétraquarks, 2 quarks, 2 antiquarks. Je peux même concevoir, et ça c'est formidable aussi, des boules de glu, des des hadrons qui seraient formés de gluons uniquement. Donc il n'y a même plus de matière, on ne garde que les bosons vecteurs de l'interaction ensemble. Des maisons hybrides aussi, quark, antiquark, gluon. Et en fait, la liste est infinie si je me permets d'augmenter le nombre de quarks et ou le nombre de gluons. Et donc, depuis le début, c'est une question intéressante, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on observe que QQ bar est 3 quarks finalement, et qu'on n'observe pas les autres? Eh bien, un programme expérimental ambitieux est d'essayer de les détecter. Et comment les détecter? En fait, ils sont difficiles à être détectés parce que je pense que tout simplement, il y a très souvent un manque de consensus au niveau théorique, justement, sur à quoi ça doit ressembler. Si ça tombe, on en a déjà vu et on ne le sait pas aussi, parce que les modèles doivent être capables de nous dire à quoi ressemble un tétraquark dans ses désintégrations, dans sa masse, dans son spin, à quoi ressemble un pentaquark. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour le pentaquark, il y a une première découverte, il y a eu beaucoup d'émois autour de pentaquark il y a plus longtemps que ça, mais c'était finalement une mauvaise interprétation des données expérimentales, je pense. Et en 2015, le LHC a annoncé avoir fait une première découverte d'un état indiscutablement pentaquark. Le schéma de production, vous le voyez ici, c'est donc un baryon bien lourd avec un quark B qui, dans sa désintégration, va donner un kaon et un état avec deux quarks U, un quark D et une paire quark-antiquark charme, donc plutôt lourd à nouveau. Et ça, c'est un état considéré comme indiscutablement pentaquark. Donc vous avez 5 quarks dans un état lié
en singulier de couleur. Et en 2019, ben, souvent quand on en a trouvé un, ça aide pour trouver les autres, évidemment, parce que quand on sait où ils se cachent, ça aide. En 2019, le LHC a annoncé des nouvelles détections de pentaquarks. J'y viendrai dans ma dia finale. Les tétraquarks. Alors, il faut savoir dans les tétraquarks qu'il y a des nombreux états qui ont été observés ces 10 dernières années, qu'on appelle X, Y et Z. Ils ressemblent à des maisons. Et surtout, ils sont excédentaires par rapport à la classification en quark-antiquark. Donc, si on prend les idées de base de Gell-Mann et qu'on liste tous les états qui devraient être des quarks-antiquarks, eh bien, expérimentalement, on en trouve de trop. Alors, ces états en trop, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des maisons, on ne sait pas, des maisons exotiques, donc dans des états différents. Et ça peut surtout être des tétraquarks, parce que un tétraquark, a priori, ressemble fort à un méson. C'est également un boson. C'est le même type de structure, deux quarks, deux antiquarks. En fait, un tétraquark ressemble très fort à deux mésons. Hein. Si vous mettez deux mésons ensemble, bah, il y a des chances que ça ressemble à un tétraquark, ou du moins qu'un tétraquark se dissocie en deux mésons. Alors, vous comprenez que j'ai surligné ça, c'est finalement le problème de toute la physique hadronique. Pour voir un tétraquark, il faut savoir ce que c'est qu'un tétraquark. Et donc à ce jour, on se doute bien qu'il y a des tétraquarks là-dedans. Il y a des dizaines d'articles qui suggèrent que tel ou tel tétraquark pourrait, pardon, tel ou tel état XYZ pourrait être un tétraquark. À ma connaissance, il n'y a pas encore de consensus fort sur ces états. Vous voyez que dans certains cas, on ne connaît même pas encore toutes leurs caractéristiques. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est en cours et il y a vraiment beaucoup d'espoir de découvrir, d'affirmer un jour qu'on va trouver des tétraquarks. Certainement, voilà, qu'il y en a un qui est là quelque part et il sera confirmé un peu plus tard. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, on a maintenant beaucoup de nouveaux états excédentaires et plus on en a, mieux on va pouvoir comprendre leur nature. En ce qui concerne les boules de glu, euh, c'est difficile parce que dès les années 1960, 1963, avec ce qu'on appelle la règle OSI, on sait que des états, des collisions qui feraient apparaître un état intermédiaire gluonique, elles vont être très rares par rapport aux autres désintégrations. Donc, on sait d'emblée, quelque part, les premiers résultats, presque même antérieurs à la QCD, mais ça a été confirmé par la QCD par la suite, on sait que les boules de glu seront difficiles à voir individuellement parce que d'office, elles existent, elles sont produites dans des processus peu fréquents. Comme pour les tétraquarks, des candidats existent. Là, vous pouvez aller chercher les maisons F0. Il y a des F0 1700 notamment, F0 1510. Le chiffre après, c'est leur masse en méga-électronvolts. Là, il y a vraiment une sorte de consensus sur le fait que parmi ces trois états se cachent des boules de glu mélangées avec des mésons. Mais là aussi, à ma connaissance, il n'y a pas d'avis définitif. Le débat continue. Il y a des expériences qui sont spécifiquement mises en place pour étudier ces états et qui vont, je ne sais pas, dans les 5 ans, sans doute nous donner beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent. Toutefois, il y a un élément très important qui a été apporté par le LHC récemment, et ça, j'y viens très vite. Voilà, donc en finale, ce que je voulais vous dire, c'est que au moins pour la physique des hadrons, tout n'est pas perdu en 2021. Ce n'est pas une année qui sera complètement à oublier. Je cite ici une communication de LHCb du 3 mars 2021. Il voulait signaler que depuis que le LHC fonctionne, on a découvert 59 nouveaux hadrons. Alors, est-ce que c'est un de plus et on l'oublie? Ben, pas vraiment, parce que dans ces 59 nouveaux hadrons, vous voyez ici des pentaquarks. Donc, 5 états pentaquarks. Donc ça, c'est magnifique. Vraiment quelque chose de nouveau. Il existe des états composés de 4 quarks et d'un antiquark. Parmi ces états, il y a bien entendu des mésons, des baryons, euh, comme on s'y attend, hein, ça c'est attendu.
Il y a un candidat tétraquark, vous voyez ici, assez sérieux, qui a été mis en évidence, mais qui doit, je pense, être encore confirmé. Et le CERN ici veut dire que les états X listés en rouge sont aussi des candidats tétraquarks très sérieux. Et le dernier point que je trouve assez intéressant, c'est que les collaborations Totem et Défi ont mis en évidence, c'est un article qui est pré-publié, mais pas encore publié dans une revue, que on a trouvé dans des sections efficaces, donc dans des collisions proton-proton ou proton-antiproton, un état intermédiaire qui peut être interprété comme, ici vous voyez, trois gluons en singulet de couleur. Donc depuis le mois de décembre 2020, il y a quand même des évidences expérimentales disant que un état composé de trois gluons en singulet de couleur peut avoir été découvert. Et donc c'est pour ça que le sujet je pense, rebouillonne à nouveau en 2020 et c'est une bonne chose. Et donc certainement que dans l'avenir, il y aura des nouveaux séminaires sandwich pour faire le point sur ce qui se passe à ce sujet-là. Voilà, merci de votre attention.